parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir de vous savoir très très nombreux à l'écoute de cette émission. Vous nous regardez également à la télévision sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes vendredi 8 janvier 2021. Nous sommes très très heureux de vous retrouver ici dans ce studio avec l'équipe du vendredi au grand complet, bien entendu, pour décrypter l'actualité. L'adoption d'une résolution visant à dépolitiser et à réduire davantage le champ d'action des coordinations régionales n'a pas été approuvée par tous les députés. Certains, comme Maître Pépé Koulemou, pensent que cette résolution n'aura aucun effet sur le terrain. Il ne croit pas du tout en son efficacité. Le président du parti Alliance pour le renouveau national ARN a aussi un regard assez différent sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Il est notre invité ce vendredi et il sera avec nous en studio. Interdiction de l'importation, de la vente et de la consommation de la chicha en Guinée. Nous en reparlons. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme font des révélations sur les raisons de cette décision des autorités. Apparemment, la consommation de la chicha est une nouvelle stratégie pour dissimuler la drogue. Certains grands consommateurs utiliseraient cette substance pour se défaire des mailles du filet de la sécurité. Pour en savoir plus, nous aurons au bout du fil le colonel Moussa Tchegoro Kamara, secrétaire général chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Et si tout va bien, d'autres sujets, bien entendu, viendront s'ajouter à tout ceci. Continuez à réagir sur nos plateformes habituelles qui vont s'afficher en bas de l'écran, 657 39 13 13, GG au 80 37, ou vous pouvez également nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre et bienvenue à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Bienvenue Antoine Kourouma. Bonjour Djadia, très élégante ce matin. Merci beaucoup. Très bien habillée. Merci. Caps, bonjour. Oui, bonjour et meilleurs vœux à tous et à tous les auditeurs et téléspectateurs de cette émission Les Grandes Gueules. Meilleurs vœux à toi aussi. Merci. C'est vrai que c'est la première fois depuis le nouvel an. Le nouvel an. Ouais, ça fait plaisir de son baptême de feu. Pour le nouvel an. Voilà, sinon c'est un habitué déjà depuis quelques semaines, il faut le dire. Le jeune Guiba qui nous rejoint également. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame et bonjour à tous. Antoine, toi. Bonjour le doyen. Bonjour. Qui est à côté de son fiole aujourd'hui. Oui. Bonjour, je l'ai toujours écouté. Hein. Là, ça devient exagéré. Depuis l'école. Il va dire ça plusieurs fois. Depuis l'école, je l'écoute. Donc ça veut dire qu'en cas de gaffe, oui, il en est responsable. Voilà. Depuis l'école, je l'écoute. Jacques Léo, on commence par ce sujet, cette actualité qui focalise également les attentions, notamment ces orientations. On a vu beaucoup d'étudiants se plaindre des orientations quelque peu bizarres. Oui, ce sont des plaintes qui sont allées quand même jusqu'au bout. Depuis, le processus a été entamé dans les chefs-lieux de région administrative, mais ici à Conakry, les candidats ont rencontré énormément de difficultés avec la plateforme Gupol. Et au bout, on se retrouve avec des résultats qui sont assez divers. Il y en a qui sont contents parce qu'ils sont orientés dans des filières de leur choix. D'autres, en revanche, ont été orientés, mais très mal. Des candidats, par exemple, des profils sciences expérimentales ou sciences mathématiques qui se retrouvent dans les branches qui sont réservées aux candidats qui proviennent des sciences sociales. Et puis, il y a d'autres qui n'ont pas été orientés et une autre catégorie orientée comme depuis maintenant quelques années dans les écoles professionnelles. Alors, les réponses que j'ai pu avoir par rapport à ce qui s'est passé pour les candidats, par exemple, qui n'ont pas été orientés, on me dit que c'est sur le nombre, parce qu'il y a des filières qui sont sur la plateforme et on obligeait, n'est-ce pas, chaque candidat de choisir 15 options, donc 15 filières. C'est dans ces 15-là on allait procéder au choix réel pour orienter. Alors certains candidats se diraient puisque je ne veux pas aller là-bas, donc je ne coche pas. Il y en a qui ne sont pas allés jusqu'à 15 choix. Maintenant, si vous avez mis par exemple 5 choix, c'est un exemple, et la moyenne que vous avez obtenue ne vous permet pas d'être orienté dans les 5 choix qui sont
que vous avez fait, et puis le département n'a pas d'autre choix que de vous laisser de côté. En tout cas, ce sont encore des informations à confirmer auprès des candidats qui n'ont pas été orientés. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, et moi, c'est une analyse que j'ai faite depuis quelques jours, parce que des enfants qui ont été orientés dans les écoles professionnelles ou bien ne sont pas contents. Un mathématicien qui se retrouve en sciences sociales, oui, en sociologie ou à l'ISIC pour faire journalisme. Ça, par exemple, c'est une erreur et c'est inédit. C'est inédit. Je crois que le département doit fournir des explications dans ce sens, parce que c'est quand même un choix fait depuis le lycée. Quand un enfant part faire sciences mathématiques, c'est pas pour devenir professeur de français. Il sait bien ce qu'il veut faire au bout. Donc, je vois mal comment après le bac, il peut se retrouver dans une filière de l'université qu'il n'a pas choisie. L'analyse que je voudrais faire pour les écoles professionnelles, par exemple pour les ENI, parce que moi j'aime bien que ce soit des bacheliers qui soient orientés dans les écoles normales d'instituteurs, même si certains pensent que bon, voilà, c'est une régression parce que vous avez eu le bac et vous vous retrouvez dans une école il faut où vous allez les sortir gens. avec... Jacques, si vous savez il y a que non seulement cela est prévu, est-ce que les gens sont informés qu'il y a la possibilité de les orienter dans les ENI ou les écoles professionnelles? Non, là je crois que les candidats ils sont déjà informés, parce que c'est pas la première fois qu'on oriente les bacheliers dans les écoles professionnelles. Moi, mon problème, c'est qu'on n'est pas en train de valoriser les écoles professionnelles. Quand vous voyez, par exemple, les écoles normales d'instituteurs, quelqu'un a eu quand même son bac, au même titre que celui que vous allez orienter en lettres modernes ou en journalisme, il a eu le bac. Après, on va dire, bon, c'est la moyenne, on va prendre ceux qui ont eu 10 de moyenne pour aller, n'est-ce pas, dans les écoles professionnelles. Ceux qui ont eu un peu plus, eux, ils vont à l'université. Mais ça ne se justifie pas, là. Parce qu'on sait très bien, le baccalauréat, vous pouvez le faire, vous avez le niveau qu'il faut et vous vous en sortez avec une moyenne qui n'est pas forcément celle qui reflète, n'est-ce pas, votre niveau. Donc, quelqu'un comme ça qui va dans une école professionnelle, il faut lui donner le courage d'y aller. Par exemple, le diplôme qu'on donne est très bas. C'est la première des choses. Il n'y a pas de soutien qui accompagne leur formation. Là-bas, par exemple, les bourses d'entretien qu'on donne dans les universités, on ne donne pas pour ces bacheliers-là qui vont dans les écoles professionnelles. Si dans l'avenir, on veut vraiment encourager nos jeunes à embrasser, au-delà même des ENI, même les branches techniques, par exemple, les écoles, les ENAM ou l'ENAM et les ERAM, si on veut encourager, n'est-ce pas, les bacheliers à y aller, il faut qu'on donne de la valeur à ces écoles, qu'on dise, c'est sur eux qu'on veut s'appuyer. Donc on va faire en sorte que les enfants aillent là-bas par vocation, par conviction. Donc ils n'aillent pas là-bas parce qu'on les oblige d'y aller, on les empêche d'aller à l'université. Donc ils se retrouvent par défaut dans ces écoles. Ils n'ont pas de bourse d'entretien et puis ils vont sortir avec des BTS, donc des hiérarchies B, alors qu'ils ont étudié avec des collègues qui ont eu le bac, qui vont sortir hiérarchie A et puis avec des épaules. De toutes les façons, on ne va pas s'appuyer sur ces grands diplômés des universités pour développer le pays. On veut s'appuyer sur ceux qui sortent des écoles professionnelles pour construire. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui doit être intégré dans les réflexions au niveau des départements. Moi, la question qui m'intrigue, à quoi servent désormais les concours d'orientation dans les écoles professionnelles? Parce que c'est carrément différent. Les concours d'accès à l'université, quand vous avez le bac, on vous oriente pour les universités, c'est ce qui est dit d'habitude. Oui. Après, on organise des examens pour recruter des élèves, notamment dans les écoles professionnelles. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer là une dichotomie? Je pense que je me souviens un peu de cette commission provisoire qu'on avait mis en place par rapport à l'éducation pour faire une réflexion. Et effectivement, dans les rapports de cette commission dont dispose aujourd'hui le chef de l'État, on avait prévu de créer d'abord l'Office national du bac et en même temps de créer ce qu'on appelle un bac technique, comme ça se fait au Sénégal, dans les autres pays, justement pour résoudre cette question-là aujourd'hui qui est en train de se poser. Ça n'a pas été fait, le travail a été mené avec Dr Bano à l'époque et rappelez-vous que ce rapport existe jusqu'à présent, mais jusque-là, ils n'ont pas décidé de mettre cela en application. Donc, je pense que si cela était fait, ça pourrait quand même répondre un peu à cette question-là. Parce que si on arrive à créer quand même un bac technique à l'image des autres, ça fait que ceux qui vont sortir de ces lycées pourront s'orienter dès le lycée à partir du bac technique. Donc, ça résout le problème. Maintenant, pour revenir en amont,
Certes, aujourd'hui, lorsqu'on parle du chômage, parce que si vous regardez par exemple les statistiques avec la Direction nationale des statistiques, dont dispose aujourd'hui la GIP, on dit que 72% des jeunes qui sont au chômage viennent de l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire que beaucoup veulent faire le droit, d'autres veulent faire la sociologie et ainsi de suite. Parce qu'on estime que lorsqu'on part dans les écoles professionnelles, on est vu comme un cadre moyen, comme un simple ouvrier qui porte des tenues et puis bon, pour eux c'est dégradant. Sauf que ce que a dit Jacques, il faut aujourd'hui déconstruire tout cela dans la tête des gens, essayer de les amener à comprendre qu'aujourd'hui, encourager les gens à aller les écoles techniques. Parce que l'une des causes aujourd'hui du chômage en Afrique, c'est que c'est l'inadéquation entre la formation et la demande. Donc si on arrive à résoudre cette question sempiternelle, je pense qu'on adapte la formation à la demande sur le terrain. Ça peut aider la Guinée aujourd'hui à envoyer des jeunes dans des questions minières, dans les questions techniques. C'est ce qui nous amène aujourd'hui, lorsque les entreprises veulent installer leurs machines, ils sont obligés d'importer des jeunes qui sont à l'étranger. Parce qu'on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine. Donc l'État doit prendre conscience de cela. Maintenant, par rapport aux orientations, il y a un problème qu'il faut relever. Depuis des années, on a constaté que parfois les jeunes sont orientés en fonction des notes qu'ils obtiennent à l'issue du bac. Si par exemple, ils constatent que vous avez eu 16 en philosophie, et que vous voulez aller par exemple en droit et que vous aurez eu par exemple ou en histoire, vous n'avez pas eu la moyenne en histoire, si vous couchez histoire, ils se disent non, vous n'avez pas eu la bonne note en histoire, donc on ne peut pas vous envoyer en histoire parce qu'ils supposent que vous n'avez pas le niveau dans la filière. Donc ils se basent un peu sur ces critères subjectifs parce que lorsque le jeune il est dans une classe d'examen, les conditions dans lesquelles il fait l'examen, il faut tenir compte un peu de tout cela parce qu'il peut vous arriver que peut-être il a le niveau en français et que à l'examen, les conditions dans lesquelles il a fait l'examen n'ont pas été les bonnes. Donc il passe à côté. Mais cela ne veut pas dire... ne donne pas le meilleur en français. Le meilleur en français. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le niveau en français. Ce sont un peu les circonstances de la vie. Donc il faut qu'il tienne compte de ces paramètres par rapport aux orientations. Donc je pense que c'est beaucoup, cette année aussi, il faut le relever. Ça arrive à beaucoup de jeunes, par exemple, qui ont voulu aller en génie civil et qui ont eu des notes, par exemple, en histoire. Et tout simplement, on a dit, bon, il a eu... Il se retrouve en sociologie. En sociologie, carrément. Donc ça, je pense que c'est un critère subjectif. Depuis nous, lorsqu'on faisait le bac, l'État avait commencé à l'appliquer. Je pense qu'il faut sortir de cela parce que tout simplement, ça enfreint le jeune dans sa carrière. Parce que si vous n'aimez pas une discipline, vous ne voulez pas partir. Donc, il faut revenir aussi au conseil d'orientation. Je me souviens, au lycée, ça existait. Au collège également, ça existait. Mais aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Ceux-ci avaient un rôle fondamental dans la chaîne. Ils recevaient l'élève, ils l'écoutaient par rapport un peu à ses aspirations, sa formation, et on l'orientait. Aujourd'hui, pratiquement, ça n'existe pas. Dans les autres États, on met un accent particulier sur les conseils en orientation. Et aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas. Donc, ça amène un peu à ce que tout le monde tombe un peu dans cette situation, disons, c'est comme s'il y a une espèce de capharnaüm ou un désordre où chacun s'oriente, on envoie les enfants. Donc, ça peut avoir des impacts. Caps, à votre avis, comment rectifier ce tir? Par exemple, quelqu'un qui a fait les mathématiques, qui se retrouve en sciences sociales, ou qui a fait les sciences sociales, qui se retrouve en mathématiques, est-ce que de quelle marge de manœuvre dispose aujourd'hui le département pour réorienter ses étudiants? Parce qu'il faut le faire. Voilà, parce que ce qui est beaucoup plus important dans la question que vous posez, en fait, c'est d'abord de chercher à savoir quel est le système qu'ils ont mis derrière le processus d'orientation. Vu qu'aujourd'hui, c'est numérisé, donc forcément, il y a un algorithme derrière qui fait que tel est orienté dans cet endroit, dans ce département ou dans cet autre département. Donc, il est important de s'intéresser d'abord à l'algorithme même qui est derrière la question d'orientation de ces jeunes-là. Mais mieux encore, il faut qu'on revienne sur ce procédé-là qui est ce que Diba est en train de dire tout à l'heure, le conseil d'orientation qu'on est censé mettre en place. Imaginez combien de personnes vous retrouvez aujourd'hui, combien de cadres se retrouvent dans l'administration publique ou dans l'administration privée, ne pas se sentir à sa place. Se dire que je suis là, c'est par défaut, je suis là parce que tout simplement je n'ai pas le choix. Et pour éviter ça, il faut qu'en amont, qu'il y ait ce conseil d'orientation qui puisse écouter les jeunes, qui puisse les guider vers leur vocation, qui puisse les aider à aller vers un métier qui puisse les correspondre. Et l'autre chose réellement, c'est de mettre beaucoup plus l'accent justement pour lutter contre cette inadéquation entre l'emploi, entre la demande et l'offre en fait. Et donc l'offre par rapport aux réalités du pays. Aujourd'hui, quand on prend dans les départements, vous prenez la sociologie, vous prenez le droit, vous prenez beaucoup de filières existent aujourd'hui. Véritablement, le pays n'a pas besoin de ces personnes-là. Donc il est important de beaucoup plus sensibiliser non seulement les jeunes et de les envoyer vers les métiers qui
qui sont réellement demandées aujourd'hui, dont le pays a besoin. Et pour arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut tout simplement, désormais, avant d'aller vers... avant déjà qu'une orientation n'arrive, il faut déjà préparer l'état d'esprit de ces jeunes-là pour les envoyer à accepter le fait d'aller dans les écoles professionnelles. Le souci n'est pas dit que quand je vais dans une école professionnelle, parce que je sors avec un diplôme de BTS, cela n'est pas synonyme que je sors avec un diplôme qui n'a pas un certain niveau. Je ne peux pas réussir ma vie. L'essentiel, c'est de pouvoir servir la nation. Et mieux encore, quand on va dans les écoles professionnelles, on sort avec un savoir-faire. On sort avec un métier. On sort avec une compétence technique. On sort avec un savoir-faire. Pendant que quand on est à l'université, on a le savoir tout court. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est d'aller vers ce savoir-faire. Et pour encourager les gens justement à aller vers les écoles professionnelles, à accepter ces choix-là, il faut revoir bien entendu les conditions dans lesquelles les gens sont dans ces écoles-là. Il faut les accompagner, il faut pouvoir les supporter. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'équipement. Que ce soit les besoin d'équipement, mais dans mieux... les écoles professionnelles, non, oui, il y en a pas. Mais mieux encore, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'équipement, mais après, il y a les bourses, il faut revoir toutes ces situations-là pour envoyer ces jeunes justement à pouvoir accepter ces choses et à pouvoir les comprendre. Et moi, je me rappelle, quand on a fait le bac, pendant les moments d'orientation, moi, je me rappelle que dans les choix, j'en avais fait 4 ou 5, j'en avais 5 choix. Je me dis, après les 5 là, moi, je n'en fais plus. Peut-être que les personnes qui se retrouvent eux aussi à ne pas pouvoir être orientées, ça peut être dû à ce fait-là. Et si c'est le cas, je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité de ce ministère-là de pouvoir revoir tout ça afin que tous ceux qui ont eu le bac, qui puissent être orientés. Alors, Antoine Kourouma, je reviens sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour montrer aux élèves, aux étudiants, aux élèves guinéens que, par exemple, ne pas aller à l'université n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé d'aller à l'université. Par exemple, on peut opter pour les branches techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les amener, par exemple, à opter pour des écoles professionnelles ou autres? On a écouté le chef de l'État à un moment donné qui tentait de rassurer les élèves bacheliers comme quoi l'enseignement technique était un bon choix au cas où ils voulaient s'orienter. Mais apparemment, ça n'a été que dans les mots, parce que dans les faits, il n'y a pas eu d'action véritable pour encourager l'élève à s'orienter dans les écoles techniques. Je me dis qu'il faut forcément qu'on pense à une stratégie. Par exemple, à mettre un projecteur sur l'enseignement technique. Pourquoi pas organiser des séances de travail, comme l'a signifié Guy Bamoulimolo, par rapport à des conseillers en orientation. Des journées portes ouvertes dans ces écoles. Dans ces écoles, montrer aux élèves. Mais bien entendu, il faudrait qu'il y ait des équipements, comme le disait Guiba tout à l'heure. Mais cette journée porte ouverte, ou encore ces séances ces projecteurs qu'on va mettre sur ces écoles-là, on va le faire en les équipant en amont, avant que les élèves qui désirent d'y aller ne viennent. Parce que je me dis qu'il va falloir qu'on mette en place une forme je sais pas comment on l'appelle, une certaine mettre les pas un atelier, mais il faut qu'on fasse en sorte que les élèves qui obtiennent le bac soient un peu intéressés par l'enseignement technique. Et pour cela, il va falloir mettre les gros moyens. Les gros moyens, c'est quoi? C'est lorsqu'on passe le bac, au lieu qu'avant qu'on ne passe s'inscrire sur Internet pour voir dans quelle filière s'orienter, il va falloir qu'on réinitie le forum de l'étudiant guinéen tel que ça l'était avant, mais changer le contenu du forum. Parce qu'avant, le forum consistait à aller applaudir un chef d'État, à aller acclamer les ministres et autres qui parfois déclinent des programmes politiques qui ne sont nullement orientés vers l'éducation. Pour moi, il va falloir faire revenir le forum de l'étudiant guinéen, mais avec un changement dans le contenu. Et à ce niveau, il faut qu'on fasse intéresser les élèves à l'enseignement technique avec de nouvelles méthodes. Cette façon de faire, l'élève qui est à l'intérieur du pays, qui va s'inscrire sur Internet, il a quel intérêt à aller en enseignement technique si on ne lui explique pas le bien fondé de cet enseignement-là? Je me dis qu'il va falloir mettre en place une stratégie. Les écoles construites à l'intérieur du pays, les ERAM, sont très belles. C'est très joli lorsque vous allez de l'extérieur. Est-ce que c'est équipé? C'est attirant. Mais la question, c'est l'équipement. L'équipement, mais expliquer aux gens en quoi c'est bon de choisir ces filières-là. Et tant que ce n'est pas fait, je me dis que les élèves se diront que aller en sociologie, aller en lettres modernes, faire le droit, qui est d'ailleurs l'option la plus sollicitée par les élèves, ce n'est que l'accumulation de dossiers dans les différents bureaux parce que ça ne donne pas de travail dans ce pays. Donc pour moi, il serait important que nos élèves, nos autorités fassent en sorte que les élèves s'intéressent à l'enseignement technique, parce que pour moi, lorsque vous y allez,
ça ne trahit pas. C'est comme la terre. Lorsque vous sortez diplômé d'une école technique, forcément vous avez du boulot. Si vous sortez mécanicien, forcément vous allez vous faire votre garage et travailler. Si vous sortez technicien du froid, vous faites le froid. Mais quand vous sortez diplômé en droit, je ne dis pas que vous n'allez pas travailler, mais on sait c'est quoi faire le droit ou la sociologie dans ce pays. Parce qu'avoir du boulot, c'est la croix et la bannière. Du combattant. Voilà. Daouda Mohamed Kamara, est-ce qu'il ne faut pas essayer en amont en fait, de faire en sorte que les gens s'attendent à être orientés, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amalgame. Il y a des concours qui sont organisés pour les gens qui doivent aller dans les écoles professionnelles. Il y a ce bac qu'on passe, ce bac unique maintenant, parce qu'avant il y avait le concours pour être orienté à l'université. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'amalgame à ce niveau? Effectivement, et vous et moi savons que on a fait toutes les matières. Quand on était au lycée, on a fait toutes les matières, mathématiques, physique, chimie, bien qu'on était en sciences sociales. On a fait toutes les matières au point que on a été soumis lors du concours, lorsqu'on a décroché le bac 2, on a été soumis au concours avec les matières mathématiques. Ouais. On avait le même sujet que ceux qui font mathématiques. Justement. On avait les mêmes sujets en physique, en mathématiques, en français. On avait les mêmes sujets que ceux qui étaient en mathématiques et en sciences expérimentales. Au point qu'on a eu la chance de côtoyer les autres matières qui ne sont pas de nos spécialités. Mais aujourd'hui, il se trouve que un élève, l'élève aujourd'hui a été rendu aussi paresseux lorsqu'il est dans une option, il est en sciences expérimentales. Pour lui, la philosophie, l'histoire, ce sont des matières le français qui ne lui disent rien. Et celui qui a en sciences sociales, il se dit que mathématiques et autres là, ça ne me dit rien. Mais moi, par exemple, je me rappelle, je suivais quand j'ai préparé le bac 1, le bac 2, et le concours, je faisais mes révisions en physique, chimie, mathématiques avec mes amis qui faisaient sciences expérimentales et sciences mathématiques. Parce que je savais qu'au bac, je serais confronté au même sujet que ceux qui sont en mathématiques et sciences expérimentales. Et au concours, ça a été la même chose. Mais le fait d'être orienté dans une filière qui n'a pas votre choix a priori, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous sommes arrivés au concours. Après le concours, on nous a envoyé des fiches. Pourvu que ce soit, par exemple, les orientations, selon les options, par exemple, pour les sociologues, que ce soit pour les sciences sociales, pour les mathématiciens, que ce soit pour les... C'est effectivement à ce niveau, il y a le péché. Mais un mathématicien, Daouda Mohamed, qui se retrouve en sciences sociales, c'est compliqué. C'est pourquoi j'ai rappelé la réduction des matières aujourd'hui dans les différentes options. C'est le péché qu'on a fait. On a à l'esprit que celui qui fait sciences expérimentales peut bien s'en sortir en sciences sociales, oubliant qu'on a occulté certaines matières, les matières spécifiques qui peuvent l'aider à aller en sociologie, même s'il fait mathématiques. Même s'il fait mathématiques, il y a des matières qui peuvent l'aider à faire la sociologie. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas ces matières. Mais dans la tête du département, ils doivent s'en sortir. Mais ils oublient que dans la réalité sur le terrain, les enfants ne sont pas confrontés à ces matières. Donc, ils n'en savent rien. Et on les oriente ainsi. Il y a le choix, les orientations n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous pouvez avoir choisi, par exemple, moi, quand je rentrais à l'université, mon choix prioritaire, c'était droit. C'était droit, mais j'ai été surpris de me retrouver en sciences du langage. Les grandes gueules. C'est arrivé en sciences du langage que je me suis encore battu pour être en journalisme. Comme pour dire que j'ai fait d'abord le DUG en sciences du langage. J'ai fait la licence maintenant en journalisme et la maîtrise en journalisme. Parce que ça m'a permis quand même de comprendre que je peux être confronté à toutes sortes de matières, à toutes sortes d'options. Et parce que tout était ouvert également aux élèves. Tu as enterré ton premier choix. J'ai enterré mon premier choix et là, je suis venu là où on m'a orienté. Je me suis débrouillé bien là et puis m'en sortir bien. Mais si, cela dépend aussi des matières que vous avez vues dans votre option. Si vous n'avez pas vu philosophie et vous mathématicien comme on le fait aujourd'hui, quelqu'un qui a pour choix prioritaire génie mécanique, il a fait mathématiques, il n'a pas été confronté à la philosophie, à l'histoire et autres, vous l'orientez en sociologie, ça veut dire que vous le suicidez.
il va aller là, il ne comprendra pas. Un aspect qu'il faut rapidement préciser par rapport à ça, c'est que derrière, on le constate dans la vie. Dans la vie, on peut faire une filière à l'université et ne pas faire ce travail dans la vie. Donc ça ne veut pas des fois forcément dire que parce que j'ai fait sociologie à l'université et qu'il faut forcément... Ça c'est la vie. Ça Mais- c'est la vie. Oui, Ça c'est la vie. Mais le problème, parcours scolaire et le parcours universitaire sont ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui n'a fait que maths, physique, chimie comme priorité, biologie et quelque part, et vous voulez qu'il fasse sociologie à l'université, sur quelle base? Non, je ne sais pas ce que je ne suis pas en train de dire ça. oui. Et mieux, on constate aujourd'hui que quand vous prenez dans une salle de classe, par exemple, auparavant, on se dit, même s'il y a certaines matières qu'on a enlevées dans certaines options aux maths, au lycée, par contre, dans les salles de classe, il arrivait quand même que toutes les matières soient faites. Et si vous avez fait toutes les matières, Non, même si Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, Quand vous faites sciences sociales, il y a des matières circonscrites pour les sciences sociales. Oui, effectivement, Vous faites c'est justement sciences là où maths, le il y bas a des blesse. matières circonscrites pour les. C'est là où le bas blesse. C'est justement Et ce qu'on doit introduire. C'est pourquoi j'ai rappelé notre cas. Nous, on a vu toutes les matières et on a été évalué dans toutes les matières. Il y a un facteur qui nous échappe. Voilà. Il y a un facteur qui nous échappe. C'est par rapport un peu aux universités privées. Vous savez, à un moment, aujourd'hui, il faut aussi regarder la capacité d'absorption de ces établissements publics. Parce que depuis qu'on a un moment, on a dit, bon, on ne va pas orienter dans... L'État n'oriente plus dans ces universités. Donc, c'est l'une des raisons aujourd'hui parce que nous, avant, lorsque vous faites les choix, si toutefois vous n'avez pas la bonne note pour aller dans les universités publiques, on vous dit tout simplement université privée. On ne met aucune option. Donc ça arrivait quand même à résoudre un peu ce problème-là. Aujourd'hui, je pense que l'État devrait revoir un peu cette stratégie. Il faut compter avec le secteur privé parce que nous sommes dans une économie de marché. Ça fait que ça facilite un peu aussi les questions d'orientation. Parce que si l'État n'a pas créé les conditions pour accueillir ces élèves qui arrivent en masse chaque année, ça fait que vous êtes obligé d'envoyer un élève en maths, même s'il n'a pas, ça n'a pas été son choix. Donc il faut récomposer aujourd'hui avec les universités privées. Parce que nous, en notre temps, par exemple, moi j'avais fait un choix pour aller à l'ISIC, mais après on m'a dit université privée. Donc c'est ainsi que je suis allé à Kofi Annan, mais ils n'ont pas précisé d'option. Donc ça pouvait résoudre aussi à l'époque les problèmes de choix. Même si vous ne faites pas les 15 choix, mais si vous prenez par exemple 4 ou 5, si on constate que la note que vous avez ne peut pas vous envoyer dans les universités publiques, on disait tout simplement, bon, université privée. Donc ça arrivait quand même à aider l'État à ne pas tomber un peu dans ces choix subjectifs qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes autour. Allez-y, Oui, Jacques une information, il y a quelqu'un qui me laisse comprendre, en tout cas du département, qu'on donne effectivement des bourses pour ceux qui vont dans les ENI et qu'ils percevraient 150 000 par mois comme soutien pour les encourager à y rester. La question que vous évoquiez c'est pas la tout à question, l'heure. c'est pas la question de la bourse. Non. Parce que j'en avais parlé. J'avais parlé de bourses pour pouvoir encourager, n'est-ce pas, les bacheliers qui partent dans les écoles professionnelles. Okay. Donc, on m'a parlé du cas des ENI pour, n'est-ce pas, encourager les apprenants à y rester. Donc, à avoir, n'est-ce pas, la capacité à pouvoir tenir parce que les ENI, souvent, à part celle de Conakry, les autres sont à l'intérieur du pays. Donc, parfois, ça peut être compliqué. La question que vous évoquiez tout à l'heure autour de ces formations, en réalité, il y a aussi la responsabilité des apprenants. C'est vrai que l'État a une grande responsabilité, mais par exemple, pour ceux pour les options, on n'a pas interdit l'enseignement, on n'a pas arrêté d'enseigner toutes les disciplines. C'est les élèves eux-mêmes qui abandonnent ces cours parce que... Revoyez. Il y a des matières qui ne sont plus dans... Non. C'est revenu cette année. C'est revenu cette année peut-être, mais il y a des années... Je vous explique. Oui. C'est au niveau des évaluations. Voilà. C'est au niveau des évaluations Sinon, qu'on ça a existe. diminué. Oui. Au niveau des évaluations, vous êtes évalué seulement, je crois, dans 6 matières. Justement. Mais en réalité, pour les cours, on vous les donne. On vous les donne. Nous avons été... Imagine, nous Jacques, avons est-ce quand que même c'est été pas les une premiers façon... à faire le baccalauréat unique. Et donc, nous... Parce qu'on a fait le baccalauréat première partie aussi. Donc, on sait qu'il y avait les mêmes réalités. C'est seulement quand on est arrivé en 2007, ils ont enlevé le baccalauréat deuxième partie et le concours pour amener, n'est-ce pas, le baccalauréat unique. Et donc, à l'époque, nous apprenions
dans toutes les matières. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Seulement qu'il y a des écoles qui le négligent. Le ne le font pas. Oui, on néglige. Ça, c'est la négligence. Ouais. C'est la négligence. Mais l'État n'a pas retiré les matières. Vous savez que vous n'êtes pas évalué dans une matière. Donc, comment vous pouvez accorder de l'importance? Pour l'évaluation, là, on est tous d'accord. On n'évalue pas les enfants dans ces matières-là. Mais il y a quand même des enseignants qui viennent pour donner, par exemple, mathématiques dans les profils sciences sociales ou biologie dans les profils sciences sociales. C'est vrai, et je crois que pour régler ce problème, il faut ramener tout simplement les évaluations, même s'il faut diminuer le coefficient. Mais il faut que certaines matières soient prises en compte. Pour revenir à l'ancienne méthode, réinstaurer le concours. Parce que beaucoup sont en train de l'évoquer aujourd'hui. Parce qu'on pense que avec le LMD et la forme du bac auquel on assiste actuellement, il y a trop de laisser-aller. Le bac aujourd'hui, en retirant beaucoup de matières, en ne faisant que 6 matières, ça encourage l'élève à ne pas s'adonner aux autres matières. Si vous faites sciences sociales et qu'au bac, vous ne faites pas mathématiques, vous avez quel intérêt à faire mathématiques durant l'année scolaire? Vous vous dites que puisqu'au bac, je ne ferai pas ça, je préfère m'abstenir d'assister au cours de maths de ce professeur. Ça m'est arrivé, là je l'avoue, ce matin, il y a ces matières auxquelles je n'ai pas assisté. Parce que la chimie par exemple, l'anglais par exemple. La physique... Par exemple, je n'y assistais pas du tout. Parce que je me disais que je ne ferais pas ça au bac. Pour quel intérêt je vais m'adonner à la physique pendant que je ne ferai pas cela au bac? Et cela arrive à beaucoup d'élèves qui se disent que puisque cela n'est pas instauré dans l'examen, pour quel intérêt je vais le faire? Je me dis que ce serait important qu'on réinstaure ces cours-là. L'ancien système, parce que le LMD, les 3 années, sincèrement, c'est pour se débarrasser des élèves ou étudiants. Parce que les 3 ans, c'est quand vous arrivez en 3e année, vous êtes véritablement étudiant. Ouais. Parce que la première et la 2e année, vous êtes encore... en train d'apprendre. Encore bleu, comme on le dit très souvent. C'est arrivé en 3e année que l'étudiant, le nouvel étudiant, devient véritablement étudiant, commence à avoir un peu des notions de la vie, devient un peu chercheur et tout cela. Mais durant les 2 premières années, il a encore cet adolescent qui vient à l'université, qui se cherche encore, qui veut s'adapter et tout cela. Au moment où il s'adapte, on lui dit au revoir, tu as fini, il faut partir maintenant. Donc ça fait que très souvent, l'élève sort avec désarmé, il n'a pas appris grand chose. 3 années pour ne rien faire. Très souvent, c'est très obligé de refaire le master pour être mieux outillé en sortant de l'université. Donc, il faut revoir cette forme de concours. Le LMD, pour moi, est à revoir parce que, dans le fond, ce qui a été dit au départ par rapport aux moyens à mettre à disposition des étudiants n'y est pas du tout. Les moyens liés aux équipements, ça ne suit pas. Et donc, on se débrouille. Et je crois que ceux qui ont trouvé le terme « laissez-moi me débrouiller » pour définir le LMD n'ont pas eu tort de le dire. C'est vraiment une façon pour les autorités de se débarrasser des étudiants une fois à l'école qu'il faut revoir. Voilà. Faut-il revoir le système d'enseignement ou d'orientation? On pourrait peut-être relancer le débat avec des spécialistes en studio, mais voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire autour de ce sujet. Les grandes gueules continuent. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Présent à vous servir pour mieux vous informer, bien entendu, mieux décrypter l'actualité qui marque le fonctionnement de notre belle Guinée. Nous continuons donc cette émission. L'adoption d'une résolution visant à dépolitiser et à réduire davantage le champ d'action des coordinations régionales n'a pas été approuvée par tous les députés. Certains, comme Maître Pépé Koulemou, pensent que cette résolution n'aura aucun effet sur le terrain. Ils ne croient pas du tout en son efficacité. Le président du parti Alliance pour le renouveau national ARN a aussi en
regard assez différent sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Il est notre invité ce vendredi. Il sera en studio avec les GG. Interdiction de l'importation, de la vente et de la consommation de la chicha en République de Guinée. Nous en reparlons. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme font des révélations sur les raisons de cette décision des autorités. Apparemment, la consommation de la chicha est une nouvelle stratégie pour dissimuler la drogue. Certains grands consommateurs utiliseraient cette substance pour se défaire des mailles du filet de la sécurité. Pour en savoir plus, nous aurons au bout du fil le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Il est le secrétaire général chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Nous revenons donc sur ce sujet. Antoine Kourouma, vous avez pu échanger avec le colonel Tchegboro l'interdiction de la chicha, les dessous en quelque sorte. Voilà, hier on a pu voir ce point de presse animé par les services de Tchegboro avec le porte-parole des services spéciaux qui a révélé des choses par rapport aux raisons pour lesquelles on a interdit la chicha. Hier, j'insistais sur cela, je disais qu'il fallait motiver les raisons de l'interdiction. Et maintenant que c'est le cas, je crois que ça amène à comprendre mieux pourquoi ça a été interdit. Lorsqu'on dit par exemple qu'il y a des personnes et même des cadres de ce pays qui utilisent la chicha pour un peu faire oublier cet aspect de la consommation de la drogue, parce que les parfums que citait Dada hier par rapport au je sais pas comment il appelait ça hier, les arômes, bois rose, je sais pas. Il connaît les noms. Chicha rhum, chicha je ne sais pas quoi, chicha love, chicha rhum, chicha café, voilà, chicha pomme. Justement, merci. C'est l'arôme que oui. Ces parfums là, c'est pour justement c'est pour éviter de faire comprendre à ceux qui sont à côté comprendre la drogue. Selon ce que nous révèlent les services de Tchegboro, ils disent qu'il y a parfois certains qui consomment la drogue, ils mettent la drogue dans les tubes de chicha, et avec les parfums on ne sent pas que c'est de la drogue. Et donc c'est un peu ce qui a poussé les autorités à passer à la vitesse supérieure en interdisant non seulement en interdisant la consommation, la vente, mais surtout l'importation. Et dans les jours à venir, parce qu'on donne 6 jours aux différents usagers de la chicha pour non seulement arrêter de consommer, arrêter de vendre, mais arrêter l'importation. Alors, dans les jours à venir, on va assister... Arrêter de vendre et de le faire de façon officielle. C'est pas la première interdiction, dans tous les cas, Antoine. il ne serait pas exclu de voir débarquer dans des lieux même privés les services de Tchegboro, parce que connaissant ce service, ils sont capables de venir dans des endroits privés pour mettre la main sur ceux-là qui consomment ces produits-là. Et donc, hier, il a été dit clairement que ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, qu'il y ait des descentes musclées. Pour l'instant, on prévient les différents consommateurs et les revendeurs qu'ils ont 6 jours pour arrêter cette pratique. Alors, moi, puisque cela a été révélé et je me dis que c'est motivé désormais, je m'inscris derrière cette décision qui veut qu'on interdise la chicha. Parce qu'on ne peut pas profiter. Est-ce que la procédure... C'est une question de procédure. C'est une question de procédure. Comment est-ce qu'ils vont même s'y prendre? Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? C'est maintenant là on commence à consommer la drogue dans ce pays. Quand même. Si cette méthode de chicha consiste à dissimuler la drogue, je m'inscris derrière la décision qui veut qu'on interdise la chicha, parce que pour moi, on ne peut pas accepter que des autorités de ce pays, parce qu'on n'a pas voulu dire le nom hier, et même des jeunes filles, parce que ce sont les filles qui généralement s'adonnent à cela. Je ne dis pas qu'elles prennent pour la plupart de la drogue, mais on constate que de plus en plus nos jeunes sœurs consomment beaucoup la chicha. Il y en a qui ont, qui ont le matériel à domicile. Voilà, il y a le matériel. Même au-delà, Antoine, même au-delà des jeunes filles dans la chicha, il y en a encore pire, au-delà de la chicha, l'alcool. La bière, la cigarette, aujourd'hui sont consommées comme des cacahuètes. Et ça, il y a des filles, quand vous les rencontrez, vous les voyez dans leur jour de consommation, qui boivent plus que des hommes. Écoutez, qui boivent plus que des hommes. Le problème d'Aouda, c'est pas une question de filles, c'est une question d'âge, une question de réglementation. Non, aujourd'hui, pourquoi on parle des filles sur la chicha, c'est qu'aujourd'hui, elles sont les plus nombreuses attirées par la chicha. Il y en a qui viennent dans les chicha lounge ou dans les boîtes uniquement
pour faire des TikTok, des lives avec des chichas. Elles sont très nombreuses. Le plus choqué, c'est le fait qu'il y ait des mineurs qui sont acceptés justement dans ces chicha lounge. Oui. C'est ce qui choque. Des mineurs, normalement, on devrait vérifier l'âge des personnes avant de les laisser passer. Effectivement, c'est à ce niveau, c'est ce que j'ai dit. C'est pour une question de réglementation. Que ce soit sur la chicha, que ce soit sur la bière, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Les maquis, les boîtes de nuit, les buvettes, partout les lounges n'ont pas de rigueur sur l'âge qui doit accéder à ces endroits. Justement, c'est là qu'il faut mettre Il n'y a pas de rigueur aujourd'hui sur l'âge de la personne qui doit accéder à cet endroit. Et si cela ne revient pas, parce que je vais dire, les tenanciers, leur problème, c'est la vente. Lorsque ça se vend, quel que soit l'âge de celui qui vient ou celle qui vient, ça ne les intéresse pas. Mais il faut aujourd'hui que cela revienne, parce qu'il y a des moments où on recalait les gens à la porte d'une boîte, par exemple. Vous venez, quel que soit ce que vous portez, quel que soit ce que vous avez en poche, si vous n'avez pas l'âge, on vous recalait à la porte. On ne vous laissait pas rentrer. Il faut mettre l'accent sur ça. Et avant même, il faut le dire, parfois un enfant qui venait acheter de la cigarette ou de la bière, on lui demandait qui vous a envoyé acheter. Mais aujourd'hui, il y a une démission totale de la société. Et les enfants, il faut bien avoir un œil sur soi pour se rendre compte de certaines choses. Mais puisque personne ne vous surveille, personne ne vous regarde, personne ne vous interdit quoi que ce soit, vous pensez que tout ce que vous faites est normal. Jacques, la question que je me pose, c'est la brutalité avec laquelle la décision a été prise. Est-ce que vous pensez que tout est question de procédure? Oui, tout est question de procédure, parce que c'est quand même l'État qui a accepté qu'on... C'est pas la première interdiction, il faut le rappeler. La chicha dans ce pays, et je crois même qu'on a commencé à consommer ça quand il y a eu la première interdiction. C'est-à-dire, les gens n'étaient même pas attirés encore par ça. Quand il y a eu interdiction de la consommation du tabac et des produits et de ce produit dérivé, on a vu la chicha arriver et automatiquement ça a pris, n'est-ce pas, de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a une mesure qui est prise. On va dire derrière, bon, c'est pour lutter contre la consommation de la drogue. Moi, je pense que c'est un argument parmi tant d'autres qu'on a déjà entendu et qui n'aide pas à atteindre, n'est-ce pas, l'objectif que les services spéciaux se sont fixés. Ils font assez de boulot sur le terrain pour lutter contre ces phénomènes. Et je crois que la drogue est transportée pas seulement dans la chicha. La drogue est consommée pas seulement dans la chicha. Même dans du jus. C'est partout on consomme de la drogue. Il y a des jeunes qui mettent des capsules, des comprimés dans leur boisson. Et puis il y a beaucoup d'éléments. Vous voyez, on arrête une quantité aujourd'hui ici. Demain, on va revenir au même endroit pour arrêter une quantité. Vous vous posez la question, est-ce que ceux qui amènent la drogue et avec qui on retire ces quantités-là ont autant d'argent pour à chaque fois se faire prendre avec la même incinéré et se relève. On incinère mais il se relève. Je crois que c'est un phénomène assez compliqué qui est tenu par les barons et qui ne sont pas loin du système et qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en sortir. Moi, pour revenir un peu donc aux mineurs, je crois ça il faut responsabiliser les responsables de ces lieux de loisirs, les policiers qui sortent souvent là pour les patrouilles. Il faut faire un tour dans ces boîtes. Si vous trouvez les mineurs, il faut mettre, n'est-ce pas, le monsieur qui gère là-bas dans des difficultés pour que demain il puisse se mettre à la porte pour voir et embarquer les mineurs, peut accéder. Faire venir leurs Embarquer parents. les mineurs. Vous savez, on fait ça une fois, je deux vais vous fois, dire une chose. Vous serez étonné parce que ça ne va pas aboutir. Celui qui n'a pas 18 ans, nous sommes en Guinée, donc on prend l'âge de la majorité. Pour ton information, la plupart des bons clients de ces lieux-là sont ces mineurs-là. On s'en fout, Antoine. Allez-y dans ces boîtes. Madame, il y a un problème. La loi voudrait que quelqu'un qui n'a pas 18 ans, un enfant, si on veut vraiment travailler, il faut mettre l'accent sur ça. La police qui fait la ces patrouille. Ces mineurs-là, surtout les jeunes filles parfois, ont une certaine pratique qui sont plus élevés que même ceux-là qu'on appelle adultes. C'est qu'elles connaissent ces jeunes filles-là. Antoine, beaucoup j'aimerais dire une chose. Alors moi, je veux juste dire une chose. Ça ne va pas aboutir parce que tout simplement, il y a un problème d'application de la loi. On parle aujourd'hui des mineurs
par rapport à la consommation de la chicha. N'oubliez pas que dans la circulation, on avait dit si vous n'avez pas 18 ans, vous ne devez pas tenir le volant. Justement. Est-ce que cela est respecté, appliqué? Les policiers sont là, ils sont arrêtés. On voit des enfants qui conduisent des camions qui passent. Donc c'est le même scénario qu'il faut appliquer aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la chicha. Moi, je n'y crois pas. Je fonde l'espoir qu'on puisse y arriver parce que c'est une question de santé publique. Mais il y a beaucoup de paramètres d'abord qu'il faut résoudre avant d'aller vers une interdiction. Bien. On a un beau matin pour prendre des on va revenir bien entendu sur cette question dans la deuxième partie avec le colonel Moussa Tchegoro Kamara qu'on n'a pas pu joindre tout à l'heure. On va relancer le débat dans la deuxième partie, bien entendu avec notre invité. Continuez à réagir. Nous allons relayer vos messages après la pause. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.